Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour l'astro du mois de juin. On va parler de plusieurs choses dans cette vidéo, la nouvelle lune, la pleine lune ainsi que l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Donc voilà, on aura pas mal de choses à dire, on va pas mal parler des Gémeaux pour ce mois. Avant qu'on commence, n'oubliez pas que cette vidéo est chapitrée, donc vous pouvez retrouver les informations qui vous intéressent tout simplement en cliquant sur le chapitre qui correspond, et vous pouvez comme ça reprendre la vidéo au cours du mois et avoir facilement accès aux informations. Avant qu'on commence, je voulais également vous passer des informations, des annonces pour des contenus astrologiques en ligne. C'est assez Jupiter en Gémeaux, vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et je dis ça pour les personnes qui sont pas... qui débutent, on va dire, avec le symbolisme astrologique. L'idée majeure de Jupiter en Gémeaux, c'est un peu pléthore de connaissances, pléthore de stimulation intellectuelle, d'informations, et donc vous allez voir que je vais pas déroger à la règle. Alors, déjà, je voulais vous parler d'une émission qui s'appelle Cosmo Décrypte, dont le premier épisode va avoir lieu au mois de juin. Alors Cosmo Décrypte, c'est une émission que nous avons créée avec mon groupe de recherche en astrologie. On est quelques chercheurs. Notre groupe de recherche s'appelle le Cercle Stella Mundi. Et en fait, nous avons créé ce concept d'émission. Donc l'idée, c'est de prendre un sujet, une thématique, et d'inviter deux astrologues spécialistes de ce sujet pour nous en parler. Et voilà, notre premier Cosmo Décrypte, aura comme thématique l'astrologie mondiale. Pour ce faire, on a invité Valérie Darmandy et Gilles Verrier. Ils vont nous parler du changement de signe des planètes lentes, des aspects des planètes lentes entre elles. Donc ça va être vraiment passionnant, et surtout de l'impact en fait que ça peut avoir sur la société, de ce que ça peut peut-être laisser présager comme ambiance mondiale. Donc c'est vraiment une question vraiment très intéressante. Si ça vous intéresse, ça se passe le 26 juin. En ligne, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire facilement depuis la barre de description. Vous allez trouver un lien Zoom. Il suffit tout simplement de cliquer dessus et vous allez pouvoir vous inscrire. Voilà. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que je vais donner une conférence à l'Aïssar le 13 juin. C'est une conférence qui s'adresse à un public qui a des connaissances en astrologie. Donc si vous êtes trop débutant, peut-être que ça vous parlera moins. Mais dans cette conférence, en fait, je présente le lien que j'ai commencé à faire entre l'astrologie, le thème natal, et une thérapie psychologique qui s'appelle la thérapie des schémas. C'est une thérapie cognitive et comportementale qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Jeffrey Young. Donc c'est pas Carl Gustav Jung, mais en tout cas c'est encore un Jung. Et cette théorie et thérapie m'intéresse beaucoup parce que en fait dans la thérapie des schémas, eh bien on postule que un individu peut développer au cours de sa vie des schémas de comportement inadaptés, c'est-à-dire, on va dire ça comme ça, des blessures qui vont créer un certain type de pensée, un certain type d'émotion, et qui va également nous faire nous attirer vers certaines personnes ou certains contextes dans lesquels eh bien cette blessure va être validée. En fait, c'est vraiment les schémas, ça postule vraiment l'idée que tant que vous ne prenez pas conscience des schémas, eh bien vous êtes un peu en roue libre et vous continuez finalement assez facilement à reproduire encore et toujours votre blessure. C'est une théorie qui est proche en fait de ce qu'a pu mettre en évidence Lise Bourbeau dans les 5 blessures, l'abandon, le rejet, etc. Seulement dans la théorie des schémas, il n'y a pas 5 blessures, mais il y en a 16. Et puisque c'est un psychologue, c'est un petit peu plus détaillé sur la manière de casser le schéma, donc la manière de guérir. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est la thérapeutique, hein, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et donc, dans le travail que j'ai fait, c'était de coupler
certains aspects du thème astrologique, du thème natal, qui peuvent nous mettre sur la voie d'un certain schéma qui serait activé, par exemple un schéma d'abandon, admettons, et ensuite de pouvoir s'appuyer sur la théorie des schémas pour voir comment on sort d'un schéma d'abandon. Donc c'est de ça dont je vais parler dans cette conférence. Donc c'est donné à l'AISAR, c'est gratuit si vous êtes membre de l'AISAR. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas l'AISAR et que vous êtes passionné d'astrologie, vraiment ça peut être très intéressant. C'est une adhésion annuelle, mais vous avez accès à une quantité de contenu, de webinaires assez pointus et vraiment intéressants. Et puis si vous n'êtes pas membre de l'AISAR et que vous ne voulez pas vous inscrire, c'est 14,90 € je crois. Voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à voir si vous êtes à l'aise avec le sens des aspects astrologiques, puisque je vais forcément les mettre en lien, et si vous n'y êtes pas, eh bien forcément ça sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà. La dernière chose, c'est que j'ai également participé cette semaine à une émission très sympa dont vous allez aussi trouver le lien en barre de description, qui s'appelle La fille du magicien. C'est une émission organisée par Domiti. Alors Domiti, c'est une astrologue qui travaille beaucoup avec les enfants, qui fait beaucoup du conseil aux parents sur ce qui peut faire du bien à un enfant, ce qui peut lui faire se sentir bien. Et elle crée actuellement une série d'émissions autour de la lune en signe, et son concept qui est assez génial, c'est de prendre une position planétaire et en fait de demander à 2 astrologues qui ont cette position de parler de comment, voilà, de leurs habitudes, de comment ils ressentent certaines choses, comment ils comprennent cette position, et également de leur enfance. Et c'est ce qu'on a fait avec Chloé, on a parlé de la lune en Gémeaux. Donc voilà, si vous avez cette position, si un de vos proches là, si vous voulez la comprendre, c'est assez intéressant voilà, d'entendre des gens qui le vivent au quotidien, en parler. Et vous avez comme ça la lune en bélier, la lune en taureau, donc c'est assez chouette aussi à écouter, et à terme vous aurez évidemment les 12 signes. Voilà, fin de cette partie Jupiter en Gémeaux. Si vous vous intéressez à l'astrologie, vous n'allez pas manquer de stimulation ce mois-ci. Alors, on va commencer notre vidéo par un petit, un état des lieux de où est-ce qu'on est le 1er juin, quand on arrive dans ce ciel. Et puis après, on va aller voir les nouvelles et pleines lunes. Alors, ce qu'on voit au 1er juin, c'est que on voit plusieurs choses. On voit que la conjonction Uranus-Jupiter est en train de se desserrer. Vous avez Uranus ici, vous avez Jupiter là, mais sincèrement, on est toujours... En fait, on a passé le feu d'artifice, mais on est après. Donc, je vous invite vraiment, si vous... Peut-être vous l'avez pas vu, la dernière vidéo, mais... Jupiter-Uranus, c'est vraiment une énergie d'émulation, de printemps, de stimulation, vraiment d'un jaillissement. Et là, c'est pas que c'est en train de retomber, mais on est plutôt en train de surfer sur la vague énergétique qu'on a reçue. Et ce qui est vraiment important, c'est de garder un peu en tête qu'est-ce qu'on a reçu. Parce que on va gentiment s'éloigner de cette énergie-là, mais on nous a montré des choses qui c'est important de les sauvegarder. Donc réfléchissez bien au mois de mai. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie, des passions qui sont arrivées, des choses où vraiment vous êtes senti énergétisé, vous êtes senti vivant, voire des circonstances vraiment différentes qui ont ouvert un peu vos perceptions. Tout ça, c'est très Jupiter-Uranus. Ce qu'on voit, c'est que au 1er juin, eh bien, nous avons Jupiter qui est déjà rentré en Gémeaux. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, puisque Jupiter reste une année dans un signe. Donc là, pour notre Jupiter en Gémeaux, il est rentré le 25 mai. Et il sortira des Gémeaux le 9 juin 2025. Donc on a une pleine année de Jupiter en Gémeaux. Alors on va commencer tout de suite par parler de cette énergie-là. Déjà moi j'aime bien, on va parler de Jupiter et on va parler de comment on peut co-créer avec Jupiter. C'est vraiment... c'est vraiment une planète avec laquelle il est bon de collaborer. Bon, c'est le cas pour toutes,
mais enfin il y en a certaines comme Pluton, elle vous fait moyennement collaborer, hein. Elle vous demande de la suivre bon gré mal gré, mais Jupiter c'est pas ça, c'est vous avez un peu votre mot à dire. Alors moi j'aime bien comprendre ça comme ça. Jupiter, vous savez, en astrologie traditionnelle, c'est une planète, c'est la grande bénéfique. On dit c'est une planète extrêmement favorable. Bon, sur le terrain astrologique, des fois c'est pas ce qu'on voit, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des subtilités qui font que des fois Jupiter se manifeste pas forcément tout à fait comme ça. Mais pour l'instant, on va prendre ce symbolisme. Jupiter, vous pouvez le comparer à un fertilisant. Quand vous, dans vos plantes vertes, dans votre jardin, vous voulez que ça pousse plus, vous voulez une expansion, vous allez mettre de l'engrais, vous allez mettre du fertilisant. Jupiter, c'est ça, c'est cette énergie qui vient et qui va faire grandir les choses, qui va les faire s'épanouir, qui va les faire rayonner, d'où son côté grand bénéfique. Si vous me suivez, vous avez déjà peut-être cette idée qui est de dire mais est-ce que toute chose doit grandir? Voyez par exemple Jupiter, ça peut être un significateur du cancer. Des choses qui ne sont pas très bonnes et qui grandissent, c'est pas non plus très favorable. Mais Jupiter en tant que tel représente le processus de croissance, hein, de manière générale. Alors quand Jupiter change de signe, eh bien ce qu'on nous dit c'est cette année, le fertilisant, si tu veux, on change de marque, on va dire, de fertilisant, on change de la composition. Si tu veux bénéficier de cette énergie de croissance et d'expansion, je te conseille d'utiliser l'énergie des Gémeaux. Donc ça veut dire cette année, la croissance, ça passe par des expériences Gémeaux. Et les expériences Gémeaux, c'est quoi? Eh bien, c'est des expériences où on va justement multiplier les expériences, multiplier les sujets d'intérêt, multiplier les rencontres, les relations, les différentes personnes qui finalement vont toutes nous apporter des choses différentes. On est vraiment dans une position jupitérienne où on sort totalement de la focalisation, de la concentration, de l'intensité qu'on pourrait trouver par exemple dans le signe du Sagittaire ou dans le signe du Scorpion aussi, qui va vraiment, ou de la Vierge, hein, qui vont vraiment rassembler comme ça, nous faire nous focuser sur quelque chose. Là, se focuser sur quelque chose, c'est pas ce qui va marcher, c'est pas vraiment ce qu'on nous dit. On nous dit, si tu es bloqué actuellement, alors si tu sens un manque, si tu sens quelque chose qui coince, alors cherche autour de toi parce que tu vas voir qu'il y a plein d'opportunités, tu vas voir qu'il y a plein de personnes qui peuvent t'aider, il y a plein de contenus qui peuvent venir à toi et t'apporter les réponses, il y a plein de personnes qui peuvent t'enseigner, etc. Donc il y a cette idée de ne pas cristalliser et d'ouvrir. Voilà, ça c'est vrai que c'est une position qui est assez enthousiasmante par rapport à Jupiter. Alors bien que, alors c'est assez intéressant parce que Jupiter, hein, dans le signe des Gémeaux, il est dit en exil, c'est-à-dire que dans la tradition astrologique, Jupiter il est pas hyper à l'aise en Gémeaux. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les Gémeaux qui adorent les expériences papillonnées et Jupiter qui a une énergie très chaleureuse, très détendue, qui dit mais oui mais bien sûr, mais vas-y, mais fais ci, mais fais ça, mais bien sûr, ça marche hyper bien. Peut-être vous le ressentez, mais ça va vraiment fluidifier l'énergie Gémeaux, donc super chouette. Maintenant, c'est une position d'exil, je pense, pour une raison principale, qui est que dans la théorie astrologique, les domiciles, quand on dit qu'une planète est en exil, ça veut dire qu'en fait la nature du signe marche pas très bien avec la nature de la planète. Mais ça a été un peu créé, je dirais, avant qu'on trouve les planètes lentes, Uranus, Neptune et Pluton. Et à ce moment-là, Jupiter, avant qu'on ne trouve les autres, notamment Neptune, Jupiter avait vraiment la signification de la spiritualité. Voilà. Mais donc c'est pour ça que Jupiter maîtrise les poissons, hein. C'est lié à son ancien sens, mais qui est toujours un peu là hein, quand même, hein, de spiritualité.
Donc l'exil de Jupiter en Gémeaux, ça vient de l'idée que en fait, on va rentrer dans une phase où il est plutôt question d'expérience, il est plutôt question de multiplier les discussions, les intérêts, etc. Et donc on va rentrer dans une année un petit peu moins, je dirais, favorable à la dimension intérieure, à la dimension de repli, à la dimension de sagesse qui sont corrélées au concept de spiritualité. C'est pour ça, selon moi, que Jupiter est en position d'exil, mais pour nous, on va quand même bien s'amuser, je pense, on va quand même bien en profiter. Alors qu'est-ce qui peut se passer sous Jupiter en Gémeaux? En règle générale, on va voir une accélération et une amplification des mouvements, quel que soit le type de mouvement. Ça peut être que on est beaucoup plus mobile, donc pour le travail on est amené à faire des allers-retours, mais aussi pour des passions on va beaucoup plus volontiers aller loin. C'est aussi une position d'ouverture où si on avait eu tendance à être plus introverti ou un petit peu à se couper de certains milieux sociaux, on va avoir tendance à réouvrir. Et alors ça dépend de notre nature. Peut-être que vous avez une nature plutôt sociale, plutôt extravertie, et donc Jupiter en Gémeaux va de toute manière vraiment vous favoriser, vous allez être comme un poisson dans l'eau, vous allez trouver très amusant et très agréable toute cette effervescence, cette ébullition intellectuelle et sociale et relationnelle. Et quand je dis relationnel, c'est le milieu relationnel, c'est pas l'affectif ici. Mais si vous avez une nature plus intérieure, je ne pense pas que vous allez être embêté par Jupiter en Gémeaux. Je pense au contraire que ça va vous aider à être un petit peu plus relié aux autres, ou peut-être plus à oser, ou l'idée d'ouverture, elle est vraiment importante. Il y a une autre grande thématique avec Jupiter en Gémeaux, c'est l'idée de croissance, Jupiter, sur le plan des connaissances, sur le plan de l'apprentissage. C'est une grande idée. D'ailleurs, les personnes qui sont nées avec un Jupiter en Gémeaux dans leur thème de naissance peuvent tout à fait avoir des métiers qui sont reliés à l'information, que ce soit dans le monde de l'édition, de la librairie, de l'enseignement, tout ce qui permet de la formation, enfin vous m'avez compris, tout ce qui permet de véhiculer des messages, tout ça c'est très Jupiter en Gémeaux. Donc pour nous, ça peut être excellent d'utiliser ce moment pour apprendre des choses. Et j'attire votre attention sur le fait que le Gémeaux, il a un côté... on n'est pas forcément dans j'apprends quelque chose qui va me servir de manière pratique. Ça peut être j'apprends quelque chose parce que là ça m'attire tellement. Peut-être que j'ai tellement envie d'apprendre le danois. C'est pas parce que je vais aller vivre au Danemark, mais parce que je trouve ça fascinant. Et ça c'est un peu l'idée de Jupiter en Gémeaux. Donc voilà, soyez un petit peu à l'écoute, voyez s'il y a des choses, soit des nouveaux domaines qui attirent votre attention, qui vont stimuler vos processus d'apprentissage, soit des personnes aussi qui peuvent apparaître dans votre champ d'expérience, qui sont là pour vous apprendre des choses, ou alors vous-même, vous pouvez aussi peut-être apprendre des choses à votre entourage, et ça c'est assez intéressant. Ça c'est aussi une grande dimension de Jupiter en Gémeaux. Alors évidemment, les personnes les plus favorisées... Ah oui, c'est ça que... Non, alors pardon. Oui, je vais aller là, puis après je vous dirai ce que je voulais vous dire. Les personnes les plus touchées par ce transit, c'est bien sûr les Gémeaux, évidemment. Et puis tous les signes d'air, donc la Balance et les Verseaux, vous allez recevoir des... Donc si vous avez des planètes, c'est pas que le soleil, si vous avez des planètes et l'ascendant, vous allez recevoir des trigones de Jupiter, donc c'est c'est un aspect intéressant. De même, si vous avez des sextiles, ça signifie si vous êtes Bélier ou Lion, vous avez des planètes dans ces endroits-là. Maintenant, vous pouvez aussi être très touché par Jupiter et d'une manière parfois un peu plus
forte, un peu plus intense. C'est notamment le cas si Jupiter va former un aspect d'opposition de carré. C'est le cas si vous avez des planètes en Sagittaire par exemple, et si vous avez également des planètes en Vierge et des planètes en Poisson. Vous allez avoir comme ça une espèce d'énergie jupitérienne qui vient vers vous, mais il me semble que vous allez devoir vous poser la question de est-ce que je prends ou je prends pas. Et ça me fait aller à ce que je voulais vous dire sur Jupiter. Donc je vous ai parlé de la co-création avec Jupiter, et c'est vrai que Jupiter des fois va se manifester dans votre vie par une idée d'opportunité, par un cadeau, quelque chose qui se présente et qui vous semble d'un coup facile ou positif ou chouette. Alors, vous avez toujours un peu cette idée avec Jupiter de savoir si vous prenez ou si vous ne prenez pas. Il y a des fois des cadeaux qu'on vous donne que vous n'allez pas prendre parce que finalement c'est peut-être pas un bon cadeau, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Des fois il y a un peu cet arbitrage là à faire avec Jupiter, ou alors c'est pas que c'est un cadeau empoisonné, mais c'est que peut-être ça va trop loin, peut-être que c'est pas exactement la bonne décision. Donc voilà. Donc travailler avec Jupiter, c'est vraiment c'est clarifier son intention, je dirais. C'est être à l'écoute de toutes les opportunités par rapport à notre intention et quand même à la fin discriminer et choisir. Donc ça, ce sont les idées principales pour notre Jupiter Gémeaux. Moi, j'adore vraiment poser des intentions à chaque fois que Jupiter rentre dans un signe. Par exemple, l'an dernier, quand Jupiter est rentré en Taureau, j'ai posé l'intention de m'améliorer en cuisine, ce que j'ai fait. Et franchement, c'était mieux. J'ai pas fini, mais on s'est un peu mieux régalé. Et c'était super sympa en fait de travailler comme ça volontairement avec Jupiter. Donc là, j'ai d'autres intentions, notamment d'apprentissage. Je vais pas vous raconter ma vie ici, mais c'est pour vous dire vraiment, vous pouvez le faire. Jupiter, son signe, c'est le Sagittaire. Et dans le Sagittaire, il y a une idée de co-création. Il y a une idée de sentir qu'on est connecté avec la vie et que ça nous met en joie aussi. Donc essayez peut-être de... Voilà, si ça vous parle, de fêter honorablement l'entrée de ce Jupiter en Gémeaux, et pourquoi pas en allant boire un verre avec des amis, ça sera très très Gémeaux. Alors justement, on va avancer et je vais, pardon, excusez-moi, je vois pas bien, ah c'est là. Je vais mettre à l'écran le thème de nouvelle lune. Thème de nouvelle lune, donc nouvelle lune du mois de juin, on est le 6 juin. C'est une carte qui est très marquée par les Gémeaux, sûr et certain, et par autre chose, un autre élément astrologique dont j'ai un peu parlé le mois dernier, qui est la conjonction Soleil-Vénus. C'est ce que vous voyez dans cette carte. Donc, je vais vous énumérer tout ce qui me semble important pour cette nouvelle lune, et puis ensuite on va voir comment on peut au mieux l'utiliser. Donc on a clairement un amas en Gémeaux. On a Soleil-Lune en Gémeaux, donc nouvelle lune des Gémeaux. On a une Vénus qui est vraiment conjointe. Regardez, c'est très précis. On est au degré exact, 16 degrés. Donc on sait que la thématique vénusienne, elle est là, elle est importante. Vénus, c'est les arts, l'amour, le beau, et c'est aussi l'harmonie, c'est la paix, c'est l'apaisement aussi, Vénus. Il y a quelque chose de l'ordre de la rondeur qui vient se mettre ici. Je vais en reparler. On a donc notre Mercure Gémeaux, il est chez lui, Mercure c'est le maître des Gémeaux, et donc un Jupiter Gémeaux. Pas mal. Ce qu'on voit aussi dans les idées majeures, je vais développer tout ça, mais dans les idées majeures pour cette nouvelle lune, c'est que, eh bien, la nouvelle lune, elle est exactement carrée à Saturne. Et ça aussi, ça va nous mettre en travail. Donc on va parler principalement de ça, puisqu'on va avoir un Soleil carré Saturne, une Vénus carré Saturne, etc. On va commencer par le début. Nouvelle lune des Gémeaux.
Donc une nouvelle lune, c'est, moi j'adore faire ça, c'est vraiment une proposition de pareil, de co-créer avec la vie, et donc de se dire, ok, on démarre un cycle de 28 jours, et moi je vais vraiment essayer de travailler avec cette énergie-là. Vous savez que je fais plus de l'astrologie personnelle, un peu moins mondiale, pour la raison que je trouve qu'on a beaucoup moins de latitude en fait pour travailler en astrologie mondiale, puisque bah voilà, les éléments astrologiques que l'on reçoit passent ensuite dans les filtres des enjeux géopolitiques, des ressources naturelles qui manquent ou qui vont provoquer des guerres ou ce genre de choses. Donc l'influence astrologique c'en est une, mais parmi bien d'autres, et donc en plus je trouve que pour nous qui écoutons ça, on est parfaitement impuissants. Si ce n'est que se sentir révolté. Donc c'est pourquoi je ne parle pas d'astrologie mondiale. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt finalement que nous on puisse s'emparer des éléments astrologiques et qu'on puisse en faire quelque chose. Je trouve ça plus motivant. Mais après voilà, chaque astrologue a sa sensibilité, et c'est notamment le sens de ce fameux Cosmodécrypte, d'entendre des gens dont c'est la spécialité. Alors, nouvelle lune des Gémeaux. Et ça va nous permettre de parler de ce signe-là des Gémeaux. Alors les Gémeaux, ça fait partie des signes les moins aimés du zodiaque. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a 3 bêtes noires un peu dans le zodiaque. C'est les Gémeaux, c'est le Scorpion, et je crois que la Vierge et le Capricorne sont souvent des signes pas très glamour, pas forcément très bien représentés. C'est dommage parce que chacun de ces signes est évidemment à une profondeur symbolique énorme et a bien sûr plusieurs niveaux de lecture. Donc on va parler des Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est un signe régi par la planète Mercure. Ça va peut-être déjà nous renseigner. Mercure dans la mythologie, c'est le dieu ailé, hein, c'est celui qui transmet les messages des dieux aux hommes. Et ça, c'est une idée majeure chez les Gémeaux, l'idée de recevoir un message et de le transmettre. Donc ça va nous orienter hein, pour cette lunaison. Il y a des enjeux qui sont peut-être l'enjeu de recevoir une information. Donc il peut y avoir plusieurs strates. Ça peut être la strate numéro 1, qui est de lire un livre, qui est d'apprendre quelque chose. Ça peut être un enjeu en lien avec Jupiter en Gémeaux, tout ce dont j'ai parlé juste avant. Il y a l'autre chose, ça peut être aussi de recevoir, là c'est un niveau plus spirituel, et on en parle rarement finalement dans les Gémeaux, et pourtant c'est une dimension si importante. Il y a cette idée de recevoir un message. Et donc recevoir un message, ça peut venir par le jeu de l'intuition, de l'impression, mais également de circonstances qui vont nous faire écho, qui vont nous envoyer du sens qui va venir. Et il y a cette idée-là hein, dans cette lunaison de recevoir un message. Maintenant, il y a cette deuxième idée qui est d'envoyer un message. Donc, sous la lunaison Gémeaux, il peut être bon d'exprimer quelque chose. Le mot expression, il marche très très bien avec les Gémeaux. On a quelque chose à dire, on a quelque chose à exprimer, on a quelque chose à faire sortir, et on doit veiller à ce que notre message soit clair. Tout ça, ça fait partie des Gémeaux. Donc peut-être que vous serez confronté à des questions de communication, apprendre à mieux parler, à mieux échanger. Et je trouve ça assez intéressant, vraiment le glyphe des Gémeaux, on y voit les cordes vocales qui vibrent, ça parle très nettement de cette communication, et je me dis que cette communication dans les Gémeaux, c'est aussi ce qui aide à créer une harmonie, ce qui aide à mettre les choses en équilibre, parce que ça c'est aussi un enjeu des Gémeaux. Vous savez, dans le mythe de Castor et Pollux qui représente les Gémeaux, vous avez un Gémeaux sur terre, vivant, et vous avez un Gémeaux au ciel, mort, et ça vous exprime aussi la totale des fois dans cette énergie zodiacale. Vous pouvez avoir le pire et le meilleur, vous pouvez avoir un état euphorique et un état très sombre, dépressif, donc ça peut être un enjeu aussi hein, qu'on va avoir ce mois-ci avec toutes ces planètes Gémeaux. Comment je trouve un équilibre à travers ces hauts et ces bas. Et quelque part le fait d'exprimer, le fait de parler, le fait
Oui, des fois exprimer, c'est pas toujours parler, hein, ça peut être d'autres formes. Ça peut être une manière d'équilibrer, ça peut être une manière d'unifier. Donc c'est un enjeu qu'on a, donc je résume les enjeux de la lunaison Gémeaux: recevoir un message, donner un message, communiquer, ce qui serait un mélange des deux, et puis unifier, harmoniser les contraires. Alors ça peut prendre des formes très profondes qui sont reconnaître en nous les hauts, les bas, mais ça peut être aussi reconnaître les moments où on va trop haut, où on va trop bas, et apprendre un petit peu à harmoniser. Vous voyez dans le glyphe, hein, il y a vraiment ces deux colonnes, hein, qui tiennent la maison. Donc ce que je vous conseille de faire quand on rentre dans un moment zodiacal, c'est vraiment de comprendre les enjeux du signe et puis de se poser la question, moi qu'est-ce que je vis maintenant? Et est-ce que par rapport à ce que je vis maintenant, ça fait sens? Est-ce que il y a, quand j'ai parlé par exemple de ces différents enjeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné chez vous? Est-ce que vous êtes dit, ah oui c'est ça, en ce moment je sens que c'est cette dimension-là qui doit être travaillée? Parce que ça peut vous guider justement sur les intentions de lunaison et les intentions de travail. Voilà, on va retrouver également dans les dynamiques de lunaison ce que j'ai dit pour Jupiter, cette idée d'ouverture qui est très Gémeaux. Hein, c'est le printemps, hein, on est en tout cas dans l'hémisphère nord, il y a cette idée de on réouvre les fenêtres, on s'approche du solstice, vous voyez comme le soir, la nuit tombe tard, donc il y a cette idée, on va se coucher plus tard, on est plus dehors, et donc c'est plus facile de socialiser, de voir des gens. Un autre travail qui peut être très intéressant sous la nouvelle lune Gémeaux, c'est de rencontrer d'autres personnes et de parler et d'apprendre et de s'enrichir des points de vue les uns les autres. Ça, c'est aussi très Gémeaux. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être que c'est facile pour vous, peut-être que ça l'est pas. Et dans les deux cas, ça reste quand même assez intéressant à faire. Alors maintenant, j'en viens à cette conjonction Soleil-Vénus parce que c'est quand même c'est très intéressant. Elle n'est pas nouvelle, hein. J'en ai parlé le mois dernier, Vénus s'est approchée gentiment et donc on a eu un climat Soleil-Vénus, ça fait déjà un bon moment hein, qu'on est dedans. Lors de la nouvelle lune, c'est précis, c'est exact, au degré exact. Ça signifie que Vénus imprègne le Soleil, imprègne la Lune, donc en somme imprègne l'humeur et imprègne aussi les enjeux de lunaison, du cycle de lunaison. Les enjeux de Vénus, vous avez tout type d'enjeux, c'est pareil, selon le niveau auquel vous travaillez. Vénus, à son niveau le plus bas, c'est Aphrodite, plus bas, mais encore, non, le plus matériel, c'est pas bas. C'est pas bas, c'est pas hiérarchique, c'est plutôt des plans, je dirais. Il y a pas, le plan matériel n'est pas en dessous que le plan spirituel, c'est plutôt des plans, je vais le dire comme ça. Donc dans le plan matériel, Vénus, c'est la notion d'amour tel qu'on le comprend dans le couple, dans la vie affective. Donc c'est la notion d'amour, la notion de sensualité, la notion de cœur, la notion de donner son amour, exprimer son amour, recevoir de l'amour, tout ça, ça fait partie des enjeux Soleil-Vénus. Alors, effectivement, à son niveau le plus concret, je dirais, ça se manifeste en règle générale à travers une dimension affective, dans le rapport affectif. Maintenant, Soleil-Vénus, ça peut s'exprimer avec d'autres personnes qu'un conjoint ou qu'une personne pour qui on a des sentiments d'ordre amoureux. Ça peut se manifester avec tout type de personnes qui sont suffisamment proches de nous pour qu'il y ait des enjeux qui soient intéressants, dans laquelle on va être dans la dimension du cœur. Ça aussi, c'est Soleil et Vénus. La dimension de... avec Vénus aussi, il y a quelque chose de très intéressant. Vénus, elle gouverne la balance et elle gouverne le taureau. Et dans la balance, on trouve la notion d'être, encore une fois, en équilibre, en harmonie et que les choses soient harmonieuses, qu'elles soient agréables, qu'elles soient plaisantes. Donc, il y a aussi cette recherche-là. Comment est-ce qu'on peut
rendre les choses agréables, plaisantes, déjà rien que pour nous dans notre vie, et puis aussi dans tous nos rapports avec les autres. En anglais, ils ont ce mot qui est smooth, qu'on emploie aussi maintenant en français, que ce soit doux, que ce soit, vous voyez, un peu confortable, hein. C'est un peu ça. C'est ça, Soleil-Vénus. Donc c'est une énergie qui peut aller vers l'apaisement. On peut aussi, si on va un peu plus haut encore, on peut travailler sur une dimension de pardon, sur une dimension de réconciliation, de guérison. Ça peut aller jusque-là, Vénus, dans son côté spirituel. On va y trouver même à un niveau, si vraiment l'astrologie était la seule influence en astrologie mondiale, mais je vous expliquais avant que c'était pas le cas, on va trouver les accords de paix, Soleil-Vénus, avec Jupiter qui est pas loin. On va trouver la concorde, on va trouver l'harmonie. Mais c'est intéressant déjà, nous, qu'on s'en empare et que nous, déjà, on trouve la concorde et l'harmonie et qu'on trouve cette douceur et cette bienveillance et cet amour finalement qui est là. Donc voilà, ça c'est aussi un des programmes. Donc évidemment, un Soleil Vénus en Gémeaux, ça peut parler d'écrire de très belles lettres d'amour si vous vous sentez inspiré, ou de parler avec le cœur, hein, tout simplement, ça peut aussi être ça. Donc encore une fois, voyez où vous en êtes dans votre vie et quel niveau de Vénus résonne. Évidemment, le niveau le plus spirituel, c'est celui qui résonnera toujours un petit peu, mais par rapport aux enjeux qui sont les vôtres actuellement, est-ce que vous êtes en train de développer une forme de sensualité? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de vous réconcilier avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de développer une pratique artistique? C'est aussi le sens de Soleil-Vénus. Mais essayez de voir quel est le message spécifique de Vénus pour vous en ce moment. Et voilà, qu'on puisse profiter de cette énergie parce que on va le voir, mais elle perdure encore un bon moment. Alors, le challenge qu'on a par rapport à ça, c'est ce carré à Saturne. Alors, Saturne est toujours une planète qui amène une dimension inhibitrice. Elle vient freiner, elle vient restreindre un petit peu l'ouverture des Gémeaux. Donc, notre lettre d'amour, là, peut-être pas enflammée, mais fluide, là, qu'on veut écrire, elle est un petit peu coincée, hein, ou toute cette dimension, quels que soient les niveaux que vous ayez pris. Saturne, c'est le gardien de la sagesse, hein, c'est le gardien de la maturité, c'est aussi, il y a une dimension de sagesse, et donc ça nous dit, on peut pareil le vivre comme je me sens bloquée dans mon ouverture du cœur, je me sens bloquée, j'ai quelque chose à dire et j'arrive pas à le dire. Alors ça serait vraiment le sens de cette position, par exemple. Où je veux voir des gens, où je veux apprendre quelque chose, mais je n'y arrive pas pour X ou Y raison. Mais Saturne, il nous dit toujours, ok, ça doit passer à travers moi, donc intègre-moi. Et donc ça nous dit, il faut intégrer une forme de sagesse, une forme de profondeur, une forme de retenue, mais qui va, ou de discipline, mais qui va en fait rendre les choses plus profondes ou plus meilleures en fait, tout simplement, ou plus efficaces, ou plus pertinentes. Donc ça peut être par exemple, si on doit dire quelque chose, eh bien attendre pour ne pas être dans l'émotion, par exemple. Si on doit apprendre quelque chose, faire preuve de discipline, si on doit travailler sur un processus de réconciliation, alors travailler à mettre de côté son ego, faire preuve de sagesse dans ce qui se passe. Voilà, c'est cette dimension-là, et c'est vrai que si on l'intègre pas, ça s'exprime souvent à travers la frustration, le sentiment qu'il y a un potentiel qui n'a pas été jusqu'au bout, qui a quelque chose d'un peu raté ou qui ne s'est pas développé comme on l'attendait. Mais voilà, donc c'est l'enjeu, je trouve ça assez intéressant. Saturne en Poisson est une position fort intéressante en ce moment, et je pense que nouvelle lune et pleine lune sont liées et que travailler l'un permet d'aller... Ce qu'on va faire en nouvelle lune va nous aider pour la pleine lune, parce qu'on va voir la pleine lune est très marquée par Neptune et que c'est lié à Saturne en Poisson, mais je vous explique pourquoi.
En fait, en ce moment, on est dans un moment où on essaye de masteriser, alors ça ne se dit pas, maîtriser serait le meilleur terme, maîtriser l'énergie des poissons. Donc, maîtriser l'énergie des poissons, ça veut dire devenir maître dans la capacité à avoir accès à notre intuition. Devenir maître dans la capacité à s'ouvrir à des choses qui ne sont pas logiques ou rationnelles. Devenir maître dans la gestion de nos émotions. Devenir maître dans le fait d'aider les autres, d'être dans une dimension inconditionnelle de non-jugement. C'est aussi ça, Saturne en Poisson. C'est ce qu'on travaille. Donc j'ai l'impression aussi que là, il y a tout un processus dans cette nouvelle lune qui nous parle de maîtrise de ce plan intuitif, de ce plan émotionnel, voire spirituel qu'il nous faut faire pour pouvoir profiter du printemps là, des Gémeaux. Donc, il y a cette énergie d'ouverture, il y a cette nécessité de s'ouvrir, de communiquer, d'intégrer Vénus également, mais on doit le faire avec Saturne qui amène une dimension de sagesse. Voilà, donc ça c'est les idées majeures. Hein, essayez de voir un petit peu comment ça vous parle. Il y aurait pas mal d'autres choses à dire, mais oui, si, il y a un aspect dont il faut que je parle. Il faut que je vous parle de cet aspect. Parce que il est quand même assez fort. C'est le carré entre Mars et Pluton qu'on va avoir. Pour le coup, qui n'est pas corrélé aux aspects de nouvelle lune. C'est presque une énergie à côté, en fait. Hein, c'est pas lié à cet enjeu de communication. C'est encore autre chose. Mars-Pluton, c'est un peu l'idée. Ce sont les deux planètes du Scorpion hein, qui sont liées ici, ces deux planètes Yang. C'est les deux planètes les plus... Bon, il y a des gens pour qui Pluton n'est pas Yang, mais moi je le vois quand même. C'est ces deux planètes du pouvoir. C'est la planète de l'action et la planète du pouvoir qui sont ensemble dans un aspect intense. Donc ça exprime parfois le fait que on a un objectif et puis vraiment il faut qu'on y arrive, il faut qu'on passe, il faut on est ambitieux, on veut y arriver. Et donc on peut se faire violence, on peut être dur, ou alors il y a des personnes qui vont nous empêcher d'aller dans la direction qu'on souhaite, ou il y a des situations qui vont vraiment nous freiner, et ça nous agace, nous on veut vraiment passer. Faut pas négliger l'aspect vraiment dur du carré Mars-Pluton, qui est finalement l'énergie yang portée à son maximum, tout simplement. C'est le masculin porté à son maximum, donc ça peut avoir un côté destructeur. Ça peut avoir un côté porteur, ça peut vraiment vous permettre d'avoir de l'énergie dans le moteur, de faire ce que vous avez à faire, de vous remettre en question, d'avancer, d'être déterminé. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la dureté qui est là. Donc essayez de voir aussi si soit vous le vivez de l'extérieur, donc si vous le vivez, vous recevez des choses qui vous agressent, des choses qui sont dures, des personnes qui se positionnent très fortement, ou alors vous le donnez, c'est-à-dire que vous êtes très agacé, vous êtes déterminé, vous vous sentez obligé d'avoir des positionnements très fermes, voire un peu durs. Et je pense que le ciel nous dit, c'est bien, mais est-ce que dans le curseur du maximum yang, est-ce qu'on peut pas un petit peu baisser ça? C'est bien de savoir où on va, mais des fois c'est un peu trop. Donc voilà, on voit à quel point Soleil-Vénus, c'est une contre-proposition hein, par rapport à cette énergie-là. Donc voilà, il se peut que vous ne le ressentiez pas, c'est possible, il se peut qu'on le vive plutôt sur un plan mondial. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit surveiller, voilà, d'avancer, mais avec rondeur, je dirais, oui, souplesse. Alors maintenant, on va avancer un petit peu et on va aller jusqu'à la pleine lune, donc, hop, pleine lune du solstice. Nous voici, 22 juin 2024 à 3h07, nous avons notre pleine lune, nous sommes arrivés à la moitié du cycle lunaire et ce qu'on voit c'est que donc on est en solstice, le soleil a quitté les Gémeaux,
Et donc, changement de décor, hein, à partir du 21 juin, eh bien, on va repartir un peu en arrière, mais progressivement, les planètes Gémeaux vont rentrer en Cancer et on va avoir une qualité d'énergie beaucoup plus émotionnelle pour le coup et beaucoup plus intérieure. Hein, il y a comme des phases comme ça, là on est un peu en haut, puis on va rentrer un peu à l'intérieur. On va regarder, on repart un peu en arrière. Ouais, vous voyez, 17 juin, on a encore tout notre amas Gémeaux, hein, Vénus, Mercure, Soleil, et puis progressivement, 18 juin, entrée de Mercure et de Vénus en Cancer, suivi bien sûr au solstice du Soleil. Donc, je me remets, voilà, je me remets exactement au moment de la pleine lune. Donc, déjà, énergie de solstice. Alors ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment intéressant. J'en profite pour faire un petit aparté sur le sens des solstices et des équinoxes et le lien avec le réchauffement climatique. Parce que on m'a déjà dit, mais ça n'a aucun sens puisque de toute manière, les saisons n'existent plus. Alors c'est ça que j'adore dans l'astrologie et c'est pour ça que je pratique une astrologie basée sur les solstices et les équinoxes, donc une astrologie tropicale. C'est qu'en fait les solstices n'ont pas de rapport avec le réchauffement climatique, hein. Ça n'a aucun rapport, c'est vraiment au moment du solstice vous arrivez au moment du plus grand ensoleillement. Alors évidemment il peut faire beaucoup plus chaud ou le climat peut être détraqué par rapport à ça, mais ça se manifeste concrètement par le fait que le soleil se couche beaucoup plus tard et se lève beaucoup plus tôt. Et ça, vous pouvez avoir n'importe quel réchauffement climatique, ça va pas changer le fait que quelles que soient les années, on a toujours des horaires de lever et de coucher de soleil qui sont aux mêmes heures en fait. Et c'est vraiment lié à la position de notre Terre par rapport au soleil. Et c'est vraiment émouvant, je dirais, de voir ça et de sentir notre lien avec le soleil quand on arrive au solstice. Parce que vous vous levez le matin, il fait jour, vous vous couchez le soir, il fait presque encore jour. Ça montre vraiment l'énergie solaire qui est là et qui est de plus en plus importante. Au moment du solstice, en fait, on atteint ici notre maximum solaire. C'est un moment qui est fêté à travers des feux, les feux de la Saint-Jean, les feux solsticiaux. Il y a une idée de lumière. On peut le fêter de manière générale, je vous conseille de le fêter, parce que fêter, c'est toujours super. De manière générale, faire la fête, c'est super, surtout avec Jupiter en Gémeaux. Mais ce qu'on peut faire, c'est aller se coucher très tard la nuit du solstice. Et même, il y a des personnes comme ça qui ne dorment pas la nuit du solstice, si vous pouvez vous le permettre. Ça peut être vraiment intéressant. Je me souviens comme ça d'une année où je devais finir, j'avais du travail en retard et des articles à écrire et j'avais travaillé dehors. Voilà, sur mon ordinateur, mais très tard, et c'était vraiment incroyable comme cette énergie était haute et me portait. Maintenant, qu'est-ce que ça représente sur un plan plus psychologique, on va dire? Ça représente un moment où l'énergie est très haute. Et donc par rapport aux intentions qu'on a posées au solstice d'hiver, je vous parlais, peut-être, je sais pas si vous avez écouté, c'était il y a longtemps, mais qu'au solstice d'hiver, il est bon de faire un bilan de son année et de poser les intentions de l'année. Et bien ici, c'est comme la pleine lune de l'année, si vous voulez. Hein, donc là, c'est une double pleine lune. C'est une pleine lune solaire et lunaire. Pleine lune de l'année, ça veut dire que y a un moment de maximum. Et donc, par rapport à nos intentions, c'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est maintenant qu'il faut les accomplir. Si vous n'avez pas encore avancé par rapport à ce qui vous tenait à cœur pour l'année, c'est maintenant. Il faut y aller maintenant. Parce qu'en plus, l'énergie est haute. Et c'est pas que astrologique, c'est surtout, je dirais, astronomique. C'est que on a plus de lumière si vous êtes dans l'hémisphère nord. Évidemment, si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça va pas marcher du tout ce sens, hein, parce que vous êtes complètement inversé. Mais si vous êtes bel et bien dans l'hémisphère nord, qui est l'endroit où l'astrologie gréco-romaine a été créée, je ne vais pas rentrer dans le détail
Ouais, bon, je vais pas me perdre ni vous perdre, on s'en fiche, mais en tout cas, si vous êtes à cet endroit-là de la Terre, eh bien vous bénéficiez d'un summum solaire et donc plus d'énergie, plus de vitalité aussi dans votre corps. Donc c'est intéressant de l'utiliser. Alors, ici donc double pleine lune. Double pleine lune, donc on arrive vraiment à un moment de culmination par rapport à ce cycle. Et donc tout de suite, on a une pleine lune qui vient jouer sur d'un côté l'énergie Cancer et de l'autre l'énergie Capricorne. Alors l'énergie Cancer, elle succède au signe des Gémeaux et elle nous fait travailler, c'est assez intéressant, les Gémeaux nous ouvrent à plein de personnes, mais le Cancer nous dit j'appartiens à ces personnes-là et ils m'appartiennent aussi. Alors c'est un peu dur dit comme ça, c'est très bienveillant, mais c'est le mot appartenance, c'est-à-dire je fais partie de cette famille, je fais partie de ce groupe. Ces personnes-là me sont liées sur un plan émotionnel, alors que dans la phase Gémeaux, je suis papillon en fait, hein, je découvre plein de choses avec plein de personnes, etc. Mais c'est la phase Cancer qui vient après qui nous dit je suis liée émotionnellement avec ces personnes-là. Je fais famille, je fais groupe, je suis liée avec ces personnes-là. Ces personnes-là me font me sentir appartenir à un endroit, à un lieu, à une communauté en fait. Donc ça c'est une expérience très importante. C'est pour ça aussi que dans les célébrations du solstice, il y a cette idée d'être avec des très proches, des amis, des gens, des membres de notre famille. C'est quelque chose qui peut être très significatif, par rapport au solstice. Donc on va rentrer à partir du 21, donc sur une phase beaucoup plus émotionnelle, où l'idée c'est vraiment de travailler sur ce sentiment d'appartenance. Donc ça peut être se rapprocher des gens à qui on se sent lié, et puis il y a cette idée aussi un peu d'avoir envie d'un approfondissement émotionnel. On a passé un mois à explorer et peut-être qu'on a envie de vivre quelque chose de plus significatif sur le plan émotionnel. C'est possible hein, que vous voyez ça. Et alors, cette pleine lune, donc on a d'un côté les planètes, alors je reprends pas Soleil-Vénus, le sens c'est toujours le même, mais là ce qu'on voit c'est que du coup, bon, effectivement ça a changé de signe, donc vous pouvez vraiment vous dire qu'il y a une notion plus émotionnelle hein, qui va se passer, et en face la lune elle est dans le signe du Capricorne. Alors c'est assez intéressant. Une lune en Capricorne, c'est une position d'exil pour la lune. Ça signifie que la lune n'est pas à l'aise dans le signe du Capricorne. Et ça se comprend assez bien parce que le Capricorne est un signe qui demande des efforts, c'est le signe de Saturne, hein, dont on a parlé juste avant, qui demande de la maîtrise, qui demande du contrôle de soi. Or la lune, ce sont nos émotions, c'est ce qui est le plus naturel, c'est notre part la plus naturelle, la plus émotionnelle, émotive. Donc la lune en Capricorne nous dit que nous passons une étape qui est comme une étape de sagesse, qui est comme une étape de gestion émotionnelle. Et dans cette pleine lune, il est possible, c'est pour ça qu'intégrer Saturne avant c'est quand même assez important, il est possible que l'on vive un manque, une frustration, le sentiment que quelque chose n'est pas complètement complet justement, et on peut vraiment le voir, moi j'aime bien voir cette lunaison comme un challenge annuel pour voir où est-ce qu'on en est de notre maîtrise émotionnelle et de notre sagesse intérieure. Et si vous intégrez bien ça, c'est-à-dire si vous regardez les situations de manque, de difficulté, de souffrance, peu importe ce que l'on vit, avec sagesse, hein, avec compréhension, avec recul, eh bien vous pouvez alors incarner un espèce de
non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que vous allez vraiment sentir votre profondeur d'être, votre ancrage, votre énergie d'âme qui se joue un petit peu de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est assez, ça peut être un défi. Dites-vous, après ça dépend, hein, on le vivra peut-être pas tous très fort. Encore une fois, la pleine lune, c'est un clac, c'est quelque chose, voilà, qui pose un décor, somme toute assez éphémère. Donc je ne sais pas si vous allez le ressentir, mais ça peut vraiment parler de contrôle émotionnel, de sentir qu'il y a une part en nous qui est adulte, qui est sage même, et qui prend en charge nos émotions et notre partie plus infantile. Voilà. Donc c'est ça un petit peu qu'on va travailler. Donc les grandes thématiques de cette pleine lune, c'est fêter le solstice, faire le point sur nos intentions par rapport au solstice d'hiver. Où est-ce qu'on en est? Cultiver l'énergie d'appartenance. Quels sont les êtres desquels vous vous êtes rapprochés pendant la phase Gémeaux, avec qui vous avez des liens émotionnels? Les gens qui vous sont liés, qui sont proches de vous, votre famille, vos amis, les gens qui vous font vous sentir à la maison. C'est qui? Et de même, chez vous, à la maison, comment ça peut être nourrissant? C'est toutes ces questions-là qu'on a avec le cancer. Donc ça, c'est la question. Et puis, l'autre question, c'est la question de la maîtrise émotionnelle. Pendant cette petite phase, je dirais, elle est du 21 au 26. On va compter large. On va compter large parce qu'on va aussi se dire que, voilà, on va avoir la lune avec Pluton, donc ça risque de brasser un peu. Voilà, 26, on est sorti de la zone. Comment on peut développer une maîtrise émotionnelle? Comment on peut sentir le sage à l'intérieur de nous? Comment on peut sentir notre dignité, notre ancrage, notre sagesse? Et ça, c'est des thématiques assez importantes. Je reviens enfin sur cette date là du 22 pour vous dire une dernière chose, un dernier aspect qui me semble particulièrement important, c'est le fait que la pleine lune, elle est en aspect avec Neptune. Peut-être vous le voyez. Et c'est assez intéressant parce que ce type d'aspect là en carré, ça exprime quand même à mon avis des portes qui s'ouvrent sur d'autres plans de conscience, des moments où on est plus en contact avec une dimension spirituelle. Alors évidemment, ça vient un peu brouiller les pistes, hein, c'est-à-dire que quand voilà, l'information sur le plan spirituel, c'est pas l'information sur le plan terrestre. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, tout est juste, tout est beau, tout est magnifique. Sur le plan terrestre, c'est compliqué, c'est franchement compliqué. Donc des fois vous avez un peu un décalage comme ça, mais il y a quand même une sorte d'information intrinsèque qui peut nous être donnée par Neptune. Donc par exemple, faire un tirage de cartes le soir du solstice, c'est excellent. Pensez à cette porte qui est ouverte. Faire de l'écriture inspirée. On pose une question, on écrit. On voit ce qui vient. Et en plus, on peut demander à Jupiter de nous filer un petit coup de main. Voilà, tout ça, ça peut être des choses intéressantes. Maintenant, Neptune, il est aussi relié à la notion de flou, de confusion. Et c'est comme je vous le disais, c'est parce que des fois, c'est dur à mettre en pratique, quoi. Si on nous dit tout est bien, alors qu'on est dans une situation très douloureuse, c'est un peu compliqué. Mais si on comprend que ce sont des informations sur un plan spirituel qui sont là quelque part pour nous donner du sens, alors ça peut être intéressant. Voilà ce qu'on va travailler pour ce mois de juin, donc assez intéressant. Vraiment essayez, si vous le pouvez, de bien ressentir, parce qu'on va principalement être sur les Gémeaux. Essayez de ressentir cette dimension Gémeaux, essayez de voir est-ce que c'est un signe qui vous parle pas, comment vous le vivez, est-ce que vous l'aimez, est-ce que c'est inconfortable, confortable, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Voilà, si ça vous intéresse de travailler avec les saisons, les solstices et toutes ces choses-là, on a créé avec Laura, mon amie, un cycle de pratiques astrologiques. C'est une année avec le zodiaque et on vous parle plus largement des célébrations du solstice et de comment célébrer dignement tous ces passages. Voilà, vous trouverez également toutes les infos dans la barre de description.
Je vous souhaite un très beau mois de juin. Merci de m'avoir écouté, peut-être jusqu'au bout. Je vous remercie. Et peut-être je vous dis à bientôt pour les différentes conférences du mois. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous au mois prochain. À très bientôt.